Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui pour cette dernière séance 2022 Antoine Deback. Et Antoine Deback va nous raconter l'histoire de l'invention du restaurant. Antoine Deback est historien de formation. Il a soutenu sa thèse en 1992 sous la direction de Michel Vauvel, une thèse qui portait sur la Révolution. Je vais vous donner le titre exact: Le corps de la Révolution, la souveraineté, le récit et le rituel politique étudiés à travers leur représentation corporelle de l'Ancien Régime à la Révolution française. Antoine Deback est un historien de formation, donc, mais comme vous le savez peut-être si vous avez regardé sa notice sur Internet, il a de nombreux centres d'intérêt: l'histoire, le cinéma et la marche à pied. Donc, dans toute cette catégorie d'ouvrages que je ne vais pas citer, je vais en citer un, et celui qui concerne notre sujet du jour. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule « La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire » chez Payot en 2019. Je crois que cet ouvrage a été réédité, si je ne me trompe pas. Et surtout, cette année, à la rentrée, en septembre, je crois, il a participé activement à la réalisation d'un numéro hors série de la revue L'Histoire que nous allons faire circuler dans la salle et qui s'intitule « La cuisine et la table, une culture française ». Ce numéro est vraiment très très bien fait, vous allez le voir. De nombreux historiens y ont participé, et notamment Antoine Deback sur l'histoire du restaurant. Encore quelques mots, donc je viens de vous le dire, non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais Antoine est professeur d'histoire du cinéma à l'École normale supérieure, et à ce titre, il a publié de nombreux ouvrages, et notamment de biographies autour de grands cinéastes. Je cite François Truffaut en 2001, La Nouvelle Vague, Portrait d'une jeunesse, Flammarion 98, Chabrol en 2021. Et enfin, parce qu'il faut tout citer, il s'intéresse également à la marche, et son dernier ouvrage paru en 2022 s'intitule Ma forteresse, journal du Vercors. Voilà, je termine et je vais lui laisser la parole, mais je profite de ces quelques instants pour annoncer notre prochaine séance, donc 2023, le 24 janvier, et ça sera une séance avec Bertrand Blancheton, professeur cette fois-ci de sciences économiques, et qui s'intitulera « L'histoire comme ressource stratégique dans le luxe ». Voilà, je donne la parole à Antoine Deback. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Merci Anne, et merci à vous tous et toutes. Effectivement, je suis ravi de pouvoir vous présenter cette invention très française et qui en même temps ne l'est plus très vite, puisque les restaurants vont se déployer comme ça sur la carte du monde, mais portant à chaque fois une sorte de tradition culturelle, de tradition gastronomique venant de la France, et plus particulièrement, je vais me centrer sur Paris. Et plus particulièrement, et c'est peut-être l'autre raison qui m'a amené à ce sujet, la première, Anne l'a dit, c'est ma formation de 18e, d'historien de la Révolution française et d'historien du corps. Voilà, la gastronomie, évidemment, à voir avec le corps. Hein. Il s'agit de nourrir le corps, de le nourrir selon certains rituels, certaines règles, voilà, toute une série un système s'est mis en place autour de la nourriture à la fin du XVIIIe siècle, qui a donné lieu précisément à l'invention du restaurant. Mais la deuxième raison qui m'a conduite au restaurant, c'est un lieu, hein, c'est le lieu voilà, où j'habite depuis plus de 20 ans, hein, c'est le Palais Royal, au cœur de Paris, qui est ce lieu très
Ancien Régime et Révolution, qui s'est un petit peu, je dirais, assoupi à partir du milieu du 19e siècle, mais qui est le berceau de la restauration française et de cette culture gastronome et restauratrice. Donc voilà, c'est par amour, intérêt, balade dans ce quartier que je me suis intéressé à une sorte d'archéologie marché comme ça, qui m'a conduit à arpenter ce lieu, le Palais Royal et ses alentours, ses environs, en me posant cette question des origines de la gastronomie française et du restaurant. Donc ma communication, ma conférence s'intéresse à l'invention du restaurant. Je vais pousser un petit peu plus loin, vous le verrez à la fin de mon intervention. Je vais prendre un siècle, je vais partir de l'invention à la fin du XVIIIe siècle, et puis je parcourrai rapidement un petit peu un siècle de restauration à Paris, qui pose un petit peu les principes, je dirais, modernes, contemporains, on peut dire, du restaurant et de la diversité et de la multiplicité des restaurants parisiens et français. Alors, je commence par une notation qui est presque une notation un peu anthropologique sur les Américains qui aiment séjourner à Paris, qui sont nombreux depuis le 19e siècle à Paris, et qui adorent leurs amis français pour précisément, souvent, une certaine chose qui leur paraît infiniment curieuse, je dirais exotique, spécifique, c'est le fait qu'ils parlent beaucoup de ce qu'ils mangent. Dans un court-métrage documentaire sur la vie d'une étudiante américaine logée à la cité universitaire, qui s'appelle Nadja à Paris, Éric Rohmer, en 1964, qui enregistre comme ça les étonnements de la jeune femme face au Paris qu'elle découvre, place dans sa bouche la description suivante. Je cite: « Ce qui me frappe chez les Français est l'extraordinaire importance de ce qu'ils ont dans leur assiette. Je connais des amis parisiens qui peuvent parler des heures de ce qu'ils vont manger au prochain repas, puis de ce qu'ils sont en train de manger, ensuite de ce qu'ils viennent de manger, enfin de ce qu'ils mangeront au repas suivant. » Dans cette petite enquête anthropologique proposée par Rohmer sur la tribu parisienne, la discussion culinaire est aussi importante que le contenu de l'assiette et forge une sociabilité de table où les mots valent les mets. Les Français, de toutes obédiences et de toutes catégories sociales, aiment parler de ce qu'ils mangent, parfois se disputer à ce propos, ce qui paraît assez étonnant dans une culture qui n'est pas française, par exemple une culture anglo-saxonne, où précisément on ne parle pas de ce qu'on mange. Voilà, c'est même une sorte d'interdit, je dirais pas d'interdit alimentaire, mais d'interdit de bienséance. Dans les manuels de bienséance, les codes de civilité en Angleterre longtemps, et donc aux États-Unis, l'idée de parler de ce qu'on mange est quelque chose qui n'est pas bien vu, qui est presque un interdit. Voilà, à la fois parce que y a cette idée un peu austère comme ça, que ce qu'on mange n'est pas très important, donc ne vaut pas discussion. Il y a l'idée aussi que voilà, ça c'est une tradition chrétienne, catholique, du silence, notamment du Christ paropendant la scène. Le Christ ne parle pas pendant la scène, ou parle de façon très cryptée, très rare, des paroles très rares. En tout cas, il ne commentera jamais ce qu'il est en train de manger, ou le pain qu'il est en train de rompre. Et d'autre part,
Je pense que c'est aussi une manière de ménager la susceptibilité parfois de celui ou de celle qui reçoit, qui a préparé à manger. Évidemment, si on se met à commenter ce que l'on vient de manger, ça peut être parfois un petit peu désobligeant pour la personne qui a fait la cuisine. Donc c'est ce tabou de la parole sur la nourriture, de l'invention langagière même sur la nourriture, que rompt la gastronomie au fin du XVIIIe siècle. Et Balzac en prend note en quelque sorte et l'a signifié rudement à l'un de ses invités, trop pressé de boire le verre de vin qui venait de lui être versé. Je cite Balzac, qui lance alors à l'impatient malotru, je cite, « Ce vin-là, mon ami, on le caresse du regard, et après, demande l'autre, après on le respire, et après, on le remet sur la table sans y toucher dévotieusement, et après, on en parle. » Ce savoir et ce savoir-parler rendent savants et heureux ceux qui aiment manger. Cela n'attend pas Balzac et ses repas. La cuisine devient un vrai sujet de débat à partir du milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'une très riche littérature culinaire tente de promouvoir la dernière toquade à la mode, la nouvelle cuisine, ça s'appelle déjà comme ça, la nouvelle cuisine française. Certains cuisiniers se font même seconder par des littérateurs, des écrivains, je dirais les premiers critiques gastronomiques, que leur adversaire désigne alors sous le sobriquet de gastrologue, voire de gastrolâtre, donc ceux qui adorent leur estomac, capables de décrire et d'expliquer une autre pratique de la table, de justifier par une esthétique la variation des saveurs et une forme suprême de délicatesse du goût, l'inscription de l'art culinaire, en fait, parmi les beaux-arts. Ce que l'on peut donc nommer gastrologie, selon les premiers termes de l'époque, la science de l'estomac. Cette défense et illustration de la nouvelle cuisine entraîne une controverse importante, je dirais même décisive, qui offre son contexte culturel et intellectuel à la naissance des restaurants. De ce moment hédoniste et polémique de l'histoire française, Denis Diderot a tiré la quintessence en consacrant le repas entre amis, je cite Diderot, avec du vin de champagne, de la gaieté, de l'esprit et toute la liberté des chants, comme la forme idéale du bonheur de vivre ensemble. Alors ce plaisir de manger, d'en parler, de vivre autour de la table, il ne disparaît pas. Même, je dirais, en pleine terreur, dans ce moment d'urgence où les hommes politiques luttent pour leur survie à la Convention, Louis-Sébastien Mercier peut noter, qui est le grand chroniqueur parisien de l'époque, peut noter dans le Nouveau Paris, qui paraît en 1794, que la déesse des habitants de la capitale se nomme, dit-il, Adéphagie, qui règne sur la gourmandise. C'est la définition d'adéphagie. Pendant les horreurs, écrit Mercier, révolutionnaire, l'adéphagie n'avait rien perdu de son empire. Ses nombreux autels n'en furent pas moins dressés tout à côté de la guillotine et des larges cimetières qu'encombraient les victimes. Mercier fait de, je cite, la grande bouche du peuple, le principal agent de l'histoire, qu'elle soit économique, politique, sociale ou gastronomique, et des cuisiniers de tout grade, les personnes les plus occupées de Paris, dit-il. Le Parisien, je continue la citation, avec l'écrivain Mercier, avec un sens de l'humour noir des plus piquants, continue, le Parisien n'en perdit pas un coup de dent. Quelle est l'activité à la mode? Faire un traité avec un restaurateur, même en pleine terreur, en ces temps où, après l'office des bourreaux, venait celui des marmitons, où les festins ont lieu tout à côté des comités où l'on prononçait sur la vie et sur la mort des hommes.
Voici campé le duo qui semble régenter une bonne part de l'activité parisienne du moment, le dîneur, l'égoïste qui, seul à sa table de restaurant, dîne pour 50 livres, écrit Mercier, et celui qui, à la suite des plats, lui apporte la note, ce, je cite encore Mercier, restaurateur opulent qui envoie la carte, l'addition, après le dernier petit verre. Alors pour comprendre cette passion de bouche inédite qui fait même concurrence à la nouveauté politique, autre fureur à la mode parisienne, il faut remonter 3 décennies en arrière. À l'automne 1765, Mathurin Rose de Chantoiseau fait servir une volaille au gros sel, accompagnée d'œufs frais, sur une petite table de marbre individuelle dans une ancienne boulangerie de la rue des Poulies, près du Louvre. Cela nous paraît anodin, mais c'est une véritable révolution qui invente l'un des hauts lieux de la culture française, le restaurant. Chantoiseau n'est pourtant pas un cuisinier. Ce n'est pas un cuisinier, mais peut-être cela vous intéressera, c'est un économiste, précisément, un réformateur qui veut libérer la société de ses contraintes les plus pesantes. Son nouveau lieu contourne ainsi toute une série d'interdits et de privilèges de l'Ancien Régime qui empêchaient qu'un particulier puisse nourrir ses semblables dans un établissement clos pourvu de tables individuelles, d'un menu présentant les principaux plats dûment tarifés. Les repas sont alors réservés à 2 corporations. Les traiteurs, à Paris, sans la possibilité de s'asseoir à une table, c'est interdit par le règlement de la corporation des traiteurs, et les aubergistes, sans l'agrément de la table individuelle et du choix de la carte, eux aussi interdits. Donc chez le traiteur, on mange debout un morceau de poulet, rôti, avec un peu de pommes de terre, par exemple, voilà, une pratique que l'on a toujours, parfois. Sauf que les traiteurs d'aujourd'hui peuvent installer des tables, ce qui était interdit à l'époque. Et puis chez les aubergistes, on mange en commun, à la table commune, un plat qui n'est pas choisi, qui est imposé, entre guillemets, par le menu que propose l'aubergiste. Donc si, au milieu du XVIIIe siècle, on veut bien manger en dehors de chez soi, quand on n'est pas un aristocrate argenté, invité à la table privée d'un prince, bien sûr, les princes ont leurs cuisiniers et tiennent table pour leurs invités, on se rend plutôt à Londres qu'à Paris, où des cuisiniers fameux régalent dans les célèbres, à l'époque, tavernes anglaises. C'est en fait à cet inconvénient que veut remédier Rose de Chantoiseau. La devise d'origine biblique qu'il inscrit sur l'enseigne de ce premier restaurant de la rue des Poulies va donner son nom à cet établissement et dit à la fois le désir, je dirais, d'abondance, l'ambition de libre marché, de contredire, d'outrepasser les règles des corporations, l'opportunisme et le flair commercial du premier des restaurateurs, puisque c'est cela qui est marqué en devise au-dessus de l'établissement de la rue des Poulies. Venez à moi, vous dont l'estomac souffre, je vous restaurerai. C'est une citation biblique. Sur de petits guéridons de marbre, on peut donc commander, pour une somme raisonnable, un plat de volaille au gros sel, des œufs frais et du bouillon. On a quelques témoignages de ce premier restaurant installé en 1765, qui dure jusqu'en 1767, Diderot. Il dîne à la mi-septembre 1767, comme il le confie à Sophie Voland dans une lettre datée du 19 septembre 1967. Je cite, « Mardi, depuis 7h30 jusqu'à 2 ou 3 heures, au salon. Ensuite, dîner chez la belle restauratrice de la rue des Poulies. On y est bien, mais chèrement traité.
Et quand sa maîtresse, Sophie Volant, lui demande s'il a pris goût à la chose, le philosophe répond, je cite à nouveau, « Vraiment oui, un goût infini. On y sert bien un peu chèrement, mais à l'heure qu'on veut. La belle hôtesse ne vient jamais causer avec les restaurés, elle est trop honnête et trop décente pour cela, mais ces restaurés vont causer avec elle tant qu'il leur plaît. Et elle répond fort bien. On mange seul, chacun a son petit cabinet, où son attention se promène. Elle vient voir par elle-même s'il ne vous manque rien. Cela est merveille, et il me semble que tout le monde s'en loue. Le restaurant est donc d'abord un rite nouveau, un espace individualisé, très important, paisible, par opposition à l'auberge collective et bruyante. L'habitus du consommateur change, ses habitudes également, ce dont Diderot porte le prototype, cet intellectuel qui aime le confort de sa table particulière, la tranquillité, dit-il, de l'observation, là, son regard qui se porte sur les autres clients, sur la belle servante, et le plaisir personnalisé d'un plat qu'il choisit et qu'un cuisinier prépare pour lui, la conversation qu'il initie lui-même avec cette jolie femme qui le sert, par exemple, tout ce dont il est prêt à payer le prix, même s'il conserve, ultime joie, la possibilité d'en dénoncer ensuite l'excès. Le succès est au rendez-vous, puisque Rose et un associé, qui lui est le cuisinier, en fait, le sieur de Pontaillé, ouvrent dès 1766 un deuxième établissement du même genre au sein de l'hôtel d'Aligre, rue Saint-Honoré, près de l'Oratoire. En 1771, le dictionnaire de Trévoux, qui est un des principaux dictionnaires du moment, enregistre cette mode si sensible en introduisant le mot « restaurateur » parmi les néologismes révélateurs de l'ère du temps. Ainsi défini, je cite, « Ce sont ceux qui ont l'art de faire les véritables consommés, dits restaurants ou bouillons de prince, et le droit de vendre toutes sortes de crèmes, potages au riz, œufs frais, macaronis, chapons au gros sel, confitures. » Donc le restaurant, ici, désigne d'abord un plat. Hein, le restaurant, ce qui restaure, c'est presque une sorte de médecine, en fait, dans le vocabulaire de l'époque, et non un établissement de cuisine. Ce qui restaure, et ce que sert le restaurateur donc, à ses clients, les restaurer. Il faut attendre l'installation proliférante du mot et de la chose au Palais Royal, une quinzaine d'années plus tard, pour que le restaurant prenne son acception moderne de lieu où l'on restaure. Des mentions dans les tablettes royales de la renommée en 1772 et dans la Mésangère, qui est un des principaux périodiques de l'époque, en 1776, confirment le succès des restaurateurs et leur installation définitive à Paris. Ils servent, je cite, leur véritable consommé, dit restaurant, leur mets salubre et délicat dans tous les lieux d'assemblée et de réjouissance publique, comme l'indique la Mésangère. Une sorte de guide des plaisirs et des divertissements parisiens, précisant, je cite, la nouveauté, la mode et surtout la cherté accréditèrent ces établissements, car telle personne qui n'aurait pas osé s'asseoir à une table d'hôte chez un traiteur, un aubergiste, allait sans difficulté payer le même dîner ou à peu près fort cher chez le restaurateur. Voilà la reconnaissance suprême, je dirais presque celle du snobisme, consacrant le lieu où il faut être, où il faut manger, où il faut être vu. D'ailleurs, le restaurant dont on parle le plus s'installe dans le nouveau lieu à la mode qu'on fréquente, le Vauxhall du Colisée. Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, la mode de ces amusements anglais, les Vauxhall, fait fureur à Paris. On va désormais sur le modèle des Ranelagh Gardens de Londres, ouverts en 1741, dans ces grands jardins
qui sont payants et où on peut trouver toute une série de divertissements, d'établissements, et notamment le restaurant au Vauxhall du Colisée. Les frères Ruggieri, grands spécialistes des feux d'artifice, travaillant au service de la monarchie, ont lancé en 1766 un premier jardin d'agrément rue Saint-Lazare, puis ouvrent le Colisée près des Champs-Élysées le 22 mai 1771, pouvant accueillir 5000 personnes, de 4 heures de l'après-midi à 10 heures du soir, puis minuit l'été. C'est un grand espace clos pourvu d'une large promenade éclairée, d'une rotonde où l'on assiste à des spectacles de danse, d'acrobatie, de musique, de lanternes magiques, de feux d'artifice et de pavillons individuels où les clients jouent, boivent, mangent, dansent. La nuit se dote ici de sa pratique désormais favorite, la danse, le bal. S'invente une passion panoptique, une pulsion scopique, se voir l'autre au moment où il parade, où il s'amuse, où il s'oublie, aussi dans les divertissements. Et dans ce lieu à la fois mondain, nocturne et de divertissement, le restaurant tient sa place. Et donc, il nous reste d'ailleurs du Vauxhall du Colisée un menu et des plats principaux, à défaut de savoir ce qui les préparait, parce qu'il ne nous reste rien du cuisinier. On ne sait pas quel est le cuisinier qui tenait ce restaurant. Je cite quelques exemples de menus qu'on pouvait manger là-bas. Consommé de veau parfumé à la chair hachée menu, distillé avec de l'orge mondée, des roses et des raisins secs, ou volaille grasse dans de l'eau aromatisée, servie à la sauce poulette, ou encore bain-marie de perdrix à la suée de gibier, sans oublier les pieds de mouton à la sauce blanche. La légitimité du restaurant est également conquise sur le terrain judiciaire. Un procès au Parlement de Paris, qui est le grand lieu de la justice sous l'Ancien Régime, tranche en faveur des restaurateurs, attaqués à cause de leur succès par une corporation rivale et mécontente, les traiteurs et rôtisseurs. Donc les traiteurs et rôtisseurs, devant le succès du restaurant, qui brise, qui s'affranchit d'un des interdits de la corporation, placer des tables individuelles dans l'établissement, est attaqué. Les restaurateurs sont attaqués devant le Parlement de Paris par les traiteurs et rôtisseurs. Ces derniers, qui furent longtemps les seuls à pouvoir servir des viandes cuites et des charcuteries, à l'exception des pâtés qui relevaient des pâtissiers. Il y avait une réglementation très très précise sous l'Ancien Régime. Donc les débats lors de la procédure engagée par les traiteurs dès l'ouverture quasiment du restaurant, c'est en 1766 qu'a lieu ce débat, tournent autour d'un plat particulier et même d'une sauce. C'est la fameuse sauce poulette dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient d'être servie par un restaurateur qui s'appelle Boulanger, en accompagnement d'un pied de cochon. De fait, il s'agit de savoir si les viandes, mouton, veau, volaille, sont cuits dans la sauce, ce qui relèverait du monopole des traiteurs et rôtisseurs, ou si la sauce poulette, qui est une sauce au jaune d'œuf avec champignons réduits en essence, additionnés de jus de citron et de persil, n'est qu'un nappage des mets qu'elle agrémente, ce qui dédouanerait les restaurateurs. Savoir si on est là devant une véritable sauce qui serait la propriété en quelque sorte des rôtisseurs, ou si on est simplement devant un nappage, ce qui permettrait aux restaurateurs de continuer à leur activité. On s'écharpe durant plusieurs mois à ce propos. Est-ce donc un ragoût ou un nappage ? L'affaire fait du bruit.
la Cour de justice du Parlement, après dégustation in situ chez Boulanger, et avoir entendu à l'automne 1766 représentants des plaignants et défenseurs des restaurateurs, estime in fine que, je cite le jugement, les plats de restaurat que proposent ces établissements n'ont rien à voir avec les ragoûts que servent les traiteurs et qu'ils ne peuvent leur faire concurrence. La sauce poulette, donc, est considérée comme un nappage, ce qui est d'ailleurs assez contestable en matière culinaire, mais la décision de justice établit clairement la bonne foi des premiers restaurateurs et la sauce poulette devient en quelques jours le plat à la mode. Le roi Louis XV se faisant lui-même servir à Versailles des pieds de mouton à la sauce poulette. La victoire de Boulanger est une sorte de symptôme du déclin en fait, du système corporatiste dans son ensemble, processus de déconstruction de la rigidité professionnelle en cours depuis le milieu du XVIIIe siècle. Voilà donc une brèche, encore étroite, mais suffisante pour que s'engouffre dans le monopole des traiteurs et le cadenas des privilèges le souffle nouveau des restaurateurs. Et effectivement, en 1777, l'Almanach du Dauphin, publication très sérieuse, achève le récit des origines de ce restaurant parisien en reprenant et généralisant leur histoire, imposant le terme au sens que le vocabulaire lui reconnaît désormais. Je cite, « Ces nouveaux établissements qui ont pris le nom de restaurants sont des maisons de santé, entre guillemets, dont nous devons l'institution en cette capitale aux sieurs Rose et Pontaillé. Le premier de ces établissements, qui ne le cède en rien au plus beau café, fut formé par le premier, Rose, en 1765, rue des Poulies. Mais n'étant pas situé dans un emplacement avantageux, il fut transféré l'an suivant, rue Saint-Honoré, à l'hôtel d'Aligre, où il s'est toujours continué avec le même succès et les mêmes principes de propreté, de décence et d'intégrité qui doivent faire la base de ces établissements. Si bien que d'autres ont ouvert dans certains lieux de réjouissance publique, par exemple au Colisée. Le prix de chaque objet y est fixé et déterminé, le choix ouvert entre plusieurs mets, et l'on y sert à toute heure, indistinctement sur de petites tables séparées. Les dames y sont admises, et tous peuvent y faire des repas de commande à prix fixe et modique. Toutes les caractéristiques du restaurant sont donc ici précisées. Une bonne chair revigorante, déclinée en un choix de plats à prix connu et fixé par un menu ou une carte, est réglée à hauteur de la somme indiquée en fin de repas par la carte payante, c'est-à-dire l'addition. Un décor soigné, élégant, avec table individuelle, qui tranche avec les habitudes plus triviales de la table d'hôte collective et les servitudes des traiteurs, rôtisseurs et pâtissiers, où l'on peut à peine s'asseoir, servant un ragoût que l'on emporte le plus souvent chez soi. Un service enfin proposé par des garçons de table, pas toujours commodes, ou des restauratrices à la réputation plus accorte. La possibilité de venir à toute heure du jour ou de la soirée, généralement seul, quand on est un homme, mais parfois accompagné d'une femme, une garantie de qualité, aussi bien de la nourriture que de l'hygiène, ce qui différencie les nouveaux établissements des anciens comparés à des maisons de santé. Enfin, un prix à la fois, je dirais, modique et suffisamment onéreux pour permettre aux restaurés de se distinguer de ceux qui fréquentent les établissements plus vulgaires, auberges, tavernes et cafés de la Courtille, où l'on côtoie la canaille venue en masse. Le restaurant consacre ainsi l'aspiration à un style nouveau, ouvrant un choix de plats à proportions individuelles, échappant à la promiscuité des tables collectives, permettant de tenir des propos confidentiels, intellectuels ou galants. Il signe également la décadence du système des corporations, où chaque profession possédait privilèges et monopoles. Soudain, grâce au restaurant, Paris mange moderne. Ce nouveau type d'établissement connaît donc un essor rapide, même fulgurant,
à la toute fin du XVIIIe siècle. Les restaurants se multiplient pour satisfaire la demande d'une clientèle séduite par la possibilité de consommer sur des tables individuelles des mets et des plats variés et de les choisir sur un menu en connaissant le prix. Le restaurant traduit donc une sorte d'évolution sociale de la civilité aristocratique à l'habitus bourgeois et politique, accentué par la révolution naissante et le départ en émigration des grands nobles du royaume. En effet, les principaux cuisiniers des princes vont à ce moment, quand les princes quittent le royaume, je dirais assez massivement, enfin en tout cas un certain nombre quittent le royaume dès juillet 1789 pour émigrer, les principaux cuisiniers des princes quittent leur maître et pour s'établir à leur propre compte, en ouvrant leur établissement, ce qui assure le transfert du personnel culinaire, des recettes, des rites de nappes et de couverts ou des principes gastronomiques depuis la table aristocratique traditionnelle à la nouvelle table restauratrice. Alors le meilleur exemple peut-être de ces restaurants nouveaux qui vont proliférer véritablement avec la Révolution, c'est Antoine Beauvilliers, qui quitte la cuisine, il était chef de la cuisine du comte de Provence, frère du roi, et ouvre ainsi son restaurant au Palais Royal dès 1786, puis prospère à partir de 1789 en instituant définitivement les grands principes de la néo-restauration. Voici dressé le portrait en pied d'une forte personnalité culinaire. À ces personnalités, à ces portraits, correspond un lieu emblème, donc le Palais Royal, qui apparaît alors comme l'épicentre unique de la restauration parisienne, bientôt française et bientôt mondiale. La visite des lieux mêmes, selon un parcours rapidement légendaire, à la suite des guides d'époque, des avis circonstanciés, d'un des 7 volumes, par exemple, de l'Almanach des gourmands de Grimaud de la Reynière, le premier critique gastronomique influent, j'y reviendrai, qui va de chez Beauvilliers à chez Février, du Véfour à Véry, des frères provençaux à Corazza. Naissance donc de ce que l'on peut nommer la tournée des grands gourmets. C'est là qu'avec les premiers restaurants se mettent en place de nouvelles manières de table, réglant le service qui passe bientôt à la russe, donc service à la française. Traditionnellement, on apporte, qui était la tradition, disons, des maisons aristocratiques, des princes, on apporte tout en même temps, disons plutôt les convives découvrent tout le repas, qui est magnifique. C'est une sorte de pratique de luxe, une pratique aussi qui est très spectaculaire. Tout le repas est servi en même temps et va picorer en quelque sorte selon le principe, si vous voulez, du buffet. Alors que le service à la russe, c'est ce nouveau service qui s'impose grâce au restaurant. On apporte les plats peu à peu, au fur et à mesure du repas, dans des assiettes individualisées. L'ordre des plats aussi change, la manière de les présenter, de les nommer, de les dénombrer, de les tarifer, autant de fonctions que le menu présente désormais aux clients. Alors je voulais faire 3 petits portraits de ces génies qui veillent sur l'avènement de la culture inédite du restaurant à Paris. D'abord, Grimaud de la Reynière, je l'ai évoqué, aristocrate d'Ancien Régime, qui gagne une forte réputation en mettant en place ce qu'il nomme les déjeuners philosophiques du mercredi. Tous les mercredis, de 1783 à 1786, on y sert du café, du thé, des tartines, de l'aloyau. On y reçoit les penseurs, les discoureurs du présent, qui, en entrant, laissent de côté tout signe distinctif, décoration, épée, ruban,
pour communier dans une véritable égalité académique et gustative. Les convives y parlent de leur lecture, des sujets en cours, mais débattent également et surtout, comme le soulignent les comptes rendus qui sont rapportés par Grimaud de la Reynière dans sa lorgnette philosophique. C'est le premier, on peut dire, ouvrage gastronomique. Il parle surtout de ce qu'il mange. C'est par ce biais du commentaire culinaire fortement ritualisé que la gastrologie, vous vous rappelez, d'Ancien Régime, devient cette nouvelle gastronomie dans le nouveau, s'imposant comme le tribunal du goût. Sans doute, la formalisation judiciaire et la volonté législative propre à la Révolution, à ses assemblées, à ses tribunaux, à ses instances légales, ont-elles joué un rôle modélisateur dans le projet de Grimaud de la Reynière. L'homme, qui n'était pourtant guère révolutionnaire, encore moins républicain, considère cependant la nouvelle ère comme une sorte de schème épistémologique, un immense réservoir de néologismes politico-juridiques propre à nommer le nouveau régime gastronomique qu'il souhaite mettre en place. D'où, prolongement des débats des déjeuners du mercredi d'Ancien Régime, l'instauration en 1802 d'un jury dégustateur, se tenant hebdomadairement chez Grimaud ou dans un restaurant déjà fameux à l'époque, le Rocher de Cancale, dans le quartier Montorgueil, restaurant où il a table ouverte. Une fois le repas révolutionnaire digéré, instance de jugement qui émane d'une académie des gourmets et se voit doté d'un écho médiatique, son journal officiel en quelque sorte, l'annuel Almanach des gourmets. Grimaud invente ainsi une légitimation de la gastronomie à 3 étages. L'Académie, le jury et le journal, triple institution qui fonde donc la gastronomie en France. Il en décrit le fonctionnement dans les préfaces des 2e et 3e années de son almanach, en 1804 et 1805, commentant une gravure frontispice où l'on voit une assemblée de ce jury composé, je cite, de mâchoires respectables. Ici, l'on voit, écrit-il, ces professeurs émanant de l'Académie des gourmets, tenant leurs séances à table, occupés à déguster différents comestibles que leurs auteurs, généralement des cuisiniers, ont intérêt à faire connaître, à accréditer et à voir figurer avec éloge dans l'almanach des gourmets. Il déguste en ce moment, donc il commente le frontispice, le pâté. On lit sur leur visage cette profondeur de réflexion qui doit caractériser tout gourmand dans l'exercice de ses fonctions. À une table séparée est assis un scribe qui dresse le procès-verbal du résultat des jugements, tel qu'il lui est transmis par le secrétaire de l'Académie, puis qui se tourne vers lui pour le lui dicter. En face du secrétaire est assis le président qui vient de recueillir les voix du jury dégustateur. On tient là, dans la précision de cette description iconographique, l'exact procès de légitimation qui fonde et caractérise la critique gastronomique moderne. Le succès immédiat des écrits de Grimaud de la Reynière, l'almanach des gourmets, le calendrier nutritif ou l'itinéraire nutritif, promenade d'un gourmand dans divers quartiers de Paris, indique assez la portée de cette invention gastronomique. C'est un véritable corpus littéraire qui s'instaure, ainsi qu'en rend parfaitement compte l'amphitryon lui-même dans une lettre au marquis de Cussy. Donc je cite Grimaud de la Reynière, « Ce qui a fait le succès de vogue de l'almanach des gourmets et des jugements du jury dégustateur, c'est qu'ils ont paru écrits d'un autre style que celui de ces messieurs, les cuisiniers. C'est qu'on y a vu autre chose que des formules ou des recettes, toujours terminées par « dresser et servez chaud », qui est le gloria patri de ces ouvrages de cuisiniers. Enfin, c'est qu'on y a, pour la première fois, trouvé ce genre d'écrire auquel on a donné depuis le nom de littérature gourmande.
Grimaud fonde ainsi la gastronomie non comme une science, mais comme un style, comme une écriture, littérature, ainsi qu'il le rétorque à un correspondant lui suggérant de prendre la botanique comme modèle taxinomique de son art. Je cite Grimaud encore, « La botanique est une science certaine où tout gît en fait et en observation. Il n'en est pas de même de la cuisine, où presque tout se rattache au caprice du goût et à l'imagination de l'artiste et qui offre une foule de nuances fugitives. La gastronomie, organisée par les rites académiques et communautaires dégustateurs juridiques de Grimaud, légitimée juridiquement comme instance du jugement de goût, diffusée par une presse spécifique, n'en tient pas moins au rendu délicat, incomparable de ces nuances fugitives. La seule autorité de la gastronomie est donc littéraire. Elle tient à la qualité d'une plume et à la sensibilité d'un style. Mais la science, l'histoire, la philosophie sont également nécessaires à légitimer la gastronomie. Le rôle en revient à un deuxième homme, un deuxième génie du restaurant parisien, puisque tout se passe dans les restaurants, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui instaure par ses réflexions, ses écrits, sur un ton plus professoral et savant, tirant en quelque sorte les leçons historiques, théoriques, presque scientifiques, de Grimaud de la Reynière, comme de son Académie des gourmands, eux qui ont fondé donc le néologisme de gastronomie en 1802. Comme Grimaud, Brillat-Savarin est un homme d'Ancien Régime. Né en 1755 dans l'Ain, à Belley, magistrat, député à l'Assemblée constituante, modéré et royaliste, il échappe à la terreur en s'exilant un temps aux États-Unis. De retour sous le Directoire, il devient procureur à la Cour de cassation. De la gastronomie, je dirais qu'il est le bâtisseur théorique, presque scientifique, même s'il est également doué d'un bon coup de fourchette. Il la cadre historiquement, scientifiquement, lui offrant un rôle à sa mesure dans le contexte d'une nouvelle ère, ainsi qu'une définition précise. La seconde est célèbre, entraînant une mission quasi civilisatrice. La gastronomie, je cite, est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant par des principes certains tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent des choses qui peuvent se convertir en aliments. Ainsi c'est elle qui, à vrai dire, fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments. La gastronomie n'est donc, pour Brillat-Savarin, rien moins que le pivot d'une nouvelle manière de manger, ce qui ouvre à une civilisation inédite, née avec son siècle. La gastronomie, je cite encore, tient à l'histoire naturelle, à la physique, à la chimie, au commerce et à l'économie politique. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Dans ce cadre ambitieux, raisonné, la gastronomie est l'essence d'une physiologie, celle du goût, que Brillat-Savarin analyse dans son fameux traité qui s'appelle précisément « Physiologie du goût », paru en 1825, quelques mois avant sa mort. Outre une forte dimension historique, où on va retrouver comme point central l'invention du restaurant, précisément en 1765, par un homme qui est mort ensuite oublié, et que dont Brillat-Savarin salue la mémoire, qui est Rose de Chantoiseau. Donc voilà, dans ce mémoire, dans Physiologie du goût, il y a toute une partie qui retrace comme ça la progressive élaboration de
l'histoire de la gastronomie et qui passe par l'histoire du restaurant. Il s'agit pour le reste, pour Brillat-Savarin, de fonder ce qu'il appelle une science de synthèse permettant de réconcilier le plaisir et la santé en transformant la gourmandise en un moyen de connaissance raisonnée du monde et de la société via la classification des lois de la nutrition humaine, dit-il. Je cite, « On a commencé à séparer la gourmandise de la voracité et de la goinfrerie. On l'a regardée comme un penchant qu'on pourrait aimer, comme la qualité sociale agréable à l'amphitryon, profitable aux convives, utile à la science, et on a mis les gourmands à côté de tous les amateurs qui ont aussi un objet de prédilection. La physiologie du goût est donc d'abord une recherche de l'essence, tel un mécanisme de digestion. Les aliments, s'ils sont de qualité et bien préparés, cette reconnaissance est précisément l'objet du jugement gastronomique, produisent une substance vitale par laquelle l'homme survit et se développe dans l'histoire. Comme l'a analysé brillamment Roland Barthes, qui a écrit tout un traité, une lecture de Brillat-Savarin, je cite, « Toute l'idéologie culinaire de la physiologie du goût s'arme d'une notion à la fois médicale, chimique et métaphysique, celle d'une essence simple qui est le suc gustatif. La réduction à l'essence ou quintessence, vieux rêve alchimiste, impressionne beaucoup Brillat-Savarin, qui en jouit comme d'une solution universelle. Le suc alimentaire prend chez lui une aura quasi sacrée qui ne serait rien moins que la clé de toute connaissance, donc de toute civilisation. In fine, la gastronomie, peu à peu construite par l'histoire, par les sciences, par la philosophie, offre à l'homme un feu prométhéen, un suc suprême, une physiologie du goût, la sensation de plaisir, ainsi décrite par Brillat-Savarin. Je cite, « Elle consistait en une espèce de frémissement délicieux de toutes les particules qui composent mon être. C'était une espèce de fourmillement plein de charme qui, partant de la bouche, passant par les papilles vers l'épiderme, depuis la tête jusqu'aux pieds, m'agitait jusque dans la moelle des os. Il me semblait voir une flamme violette qui se jouait autour de mon front. Dans cette petite flamme violette, voici que brille à nouveau la poésie, seule capable de s'élever à la hauteur du plaisir gastronomique. » Alors, Antonin Carême, c'est peut-être le troisième génie de l'invention de la cuisine moderne qui donne toute sa portée à celle des restaurants, lieu qui en sera en quelque sorte l'écrin. Carême est celui qui allie, en fait, on va dire, la théorie et la pratique. On l'a lu chez Grimaud, chez Brillat-Savarin, il y a un respect, mais en même temps une certaine condescendance vis-à-vis des cuisiniers, qui ne sont pas capables de tenir discours sur pourtant ce qu'ils produisent de mieux. Et Antonin Carême est peut-être et c'est pour ça que c'est le premier chef moderne, peut-être le premier à établir cette synthèse, à pouvoir à la fois être le plus grand cuisinier de son temps et en même temps le théoricien, le critique gastronomique presque de ses propres plats. Carême est pourtant un enfant de la rue, apprenti pâtissier, doué, remarqué, puis jeune cuisinier, élevé en quelque sorte par Talleyrand, qui est un des grands gourmands de l'époque, qui l'utilise comme premier argument de sa diplomatie gourmande. Quand Talleyrand devient le chef, le ministre des Affaires étrangères, aussi bien de la Révolution du Directoire que de l'Empire, il va prendre comme un des premiers arguments de la diplomatie française le repas de diplomate, organisé et cuisiné par Antonin Carême, son cuisinier, qui va être un des grands arguments, par exemple au Congrès de Vienne en 1815, quand la France négocie défaite, acculée avec les puissances européennes et notamment l'Angleterre, la présence des grands repas
que prépare Carême pour Talleyrand va être un des grands arguments, on peut dire, dans les négociations diplomatiques qui valent peut-être à la France de ne pas être trop maltraitée par le traité du Congrès de Vienne. L'inventeur de la toque, Carême, qui invente la toque dans les années 1830, qui devient l'emblème du chef, est unanimement considéré comme le meilleur des artistes cuisiniers, notamment pour ses sublimes recettes architecturales, monuments culinaires aussi beaux à voir, délicats et rigoureux à élaborer, selon les règles de la perspective et du nombre d'or, que délicieux à déguster. Mais par ailleurs, ses livres, son charisme, son destin, ses écrits, font de Carême le premier cuisinier vedette de l'histoire parce qu'il sait également donc écrire sur ses propres recettes. Alors les restaurants, on les retrouve, ils sont, on l'avait vu, une petite poignée avant la Révolution. On en compte en 1804, donc à la fin de la Révolution, 300 à Paris, essentiellement aux abords du Palais Royal, près d'1 millier en 1825 et plus de 2000 en 1834. Leur géographie, leur nombre donc connaît un accroissement phénoménal et leur géographie va s'étendre peu à peu vers les boulevards de l'ouest de la capitale. En 1835, le mot restaurant, dans son acception nouvelle, fait d'ailleurs son entrée dans le dictionnaire de l'Académie française, qui est véritablement le dictionnaire qui légitime les nouveautés, mais qui, au moment où elles sont acceptées par tous, les immortels partent du sens ancien, quasi pharmacologique, qui restaure, qui répare les forces, employé plus ordinairement comme substantif. C'est un bon restaurant que le vin et le bouillon. On a vu que cet usage du mot restaurant, le plat que l'on sert, le bouillon ou le vin qui restaure, qui rend meilleur, qui guérit en fait. Il se dit particulièrement, poursuit le dictionnaire de l'Académie française, d'un consommé fort succulent et reconstituant d'un précis de viande. On lui a donné un bon restaurant et instaure in fine, dans la suite de la définition, le sens moderne du restaurant. Il se dit par extension de l'établissement d'un restaurateur. On vient d'ouvrir un nouveau restaurant dans cette rue, il tient un restaurant. Avec cet établissement naît donc le métier de restaurateur que Brillat-Savarin définit ainsi au début de sa physiologie du goût, celui dont le commerce consiste à offrir au public un festin toujours prêt et dont les mets se détaillent en portions à prix fixe sur la demande des consommateurs. Alors à quoi ressemblent ces lieux si typiques des nouvelles habitudes des Parisiens les plus fortunés ? Dans un récit de voyage à Paris au début des années 1820, on peut lire sous la plume étonnée d'une élégante étrangère, anglaise, je cite, « En entrant dans un restaurant à Paris, on est fasciné par la magnificence des miroirs qui couvrent les murs presque jusqu'au plafond et qui reflètent et multiplient à l'infini tous les objets et les individus de la pièce. Un joli poêle en porcelaine en occupe généralement le centre et plusieurs lampes enrichies de verre biseauté pendent du plafond. Des statues, des vases, des étains et des colonnes ornent les pièces. D'un côté de la salle se trouve un bureau élevé où est assise la divinité qui préside aux destinées de la maison. Élégante et joliment habillée, avec une attitude et des manières de dame, toujours jolie, parfois belle, elle vous salue d'une gracieuse inclinaison de la tête. Elle rédige également les additions et en toutes circonstances, maîtresse d'elle-même. Le luxe commande tout, donc, dans cette description, jusqu'à la note finale, préparée et présentée avec le sourire adéquat. Cela fait du restaurant d'emblée un lieu préservé de cette nouvelle élite bourgeoise, que celle-ci, parfois, soit ancienne, mais surtout donc nouvelle, incarnant une époque qui aime à singer
tout en les faisant siennes à travers une légère forme d'écart, de jeu, les habitudes aristocratiques d'autrefois. D'où cette tension propre aux affaires du temps entre publicité et opacité, entre transparence et obstacle. Tout est le plus souvent caché au regard extérieur, selon la prudence d'un entre-soi jalousement préservé, tout à fait typique de la société bourgeoise nouvelle, mais une fois dans les lieux, une fois à l'intérieur du restaurant, le mangeur nouveau, fier de lui, se donne à voir à tous les autres convives, omnivision dont parlait le témoignage, multipliée par ce système de renvoi de miroirs, transformant le repas en spectacle partagé. Comme si autant de petits rois souhaitaient faire savoir à leur alter ego comment ils mangent, ce qu'ils mangent et les moyens qu'ils sont prêts à mettre pour assouvir le culte rendu à adéphagie. Cet essor de la gastronomie va s'accompagner au fur et à mesure du 19e siècle. J'en viens à mes dernières pages, à la fin de cette présentation, cette conférence. Cet essor de la gastronomie s'accompagne d'une diversification des établissements. Voilà, le restaurant typique des années révolutionnaires, puis du Directoire, puis de l'Empire, jusqu'aux années 1820. Ce restaurant de luxe, ce restaurant à la fois séparé du regard extérieur, mais où s'épanouit voilà, cette nouvelle classe bourgeoise d'élite, va s'accompagner de nouveaux établissements au fur et à mesure que les restaurants vont étendre leur empire. Les premiers restaurants étaient donc concentrés autour du Palais Royal, l'espace hédoniste parisien par excellence depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la Restauration, qui porte bien son nom. Durant les années 1820-1840, les restaurants les plus fameux s'implantent un petit peu plus au nord, à Paris, sur les boulevards, qui est le nouveau lieu à la mode sous la monarchie de Juillet. La Maison Dorée, le Café Anglais, Tortoni, le Café de Paris. Ce boulevard parisien, depuis la Bastille à l'est à la Madeleine à l'ouest, s'impose comme le lieu phare de la ville et de la modernité urbaine. Bientôt, quasi tous les restaurants s'y déplacent, formant à leur manière une part de l'activité de la ville lumière. Ça, je cite ici Balzac, sa ceinture de Vénus, ce moderne parisien qui fait d'elle une sorte de ville-ventre. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les restaurants vont migrer à nouveau et s'aiment toujours plus nombreux dans les quartiers plus diversifiés en fonction de leur statut et de leur clientèle visée, de plus en plus variée. C'est par exemple vers les Champs-Élysées qu'on trouvera les deux établissements phares de la Troisième République, repus et sûrs d'elles-mêmes dans les années 1880, chez Maxim's et le Ritz, dont la table est servie par Auguste Escoffier, le plus grand restaurateur, le plus grand cuisinier de l'époque. Ils attirent à eux une nuée de restaurants de prestige. Maxime Gaillard, garçon de café qui travaille à l'époque au Reynolds, bar américain, et son ami Georges Évrard fondent ainsi un restaurant café glacier à l'enseigne de Maxim's et Georges, soit l'anglicisation de leur prénom. Pour son inauguration, le restaurant attire le jour du prix de Diane en mai 1893 Arnold de Contade, un des représentants les plus fameux de la jeunesse dorée de l'époque, et la comédienne Irma de Montigny, immense vedette mondaine, intriguée par l'enseigne à l'anglaise, suit dans leur sillage une clientèle élégante et dandy qui apprécie la cuisine du maître d'hôtel, Eugène Cornuchet, et fait rapidement la réputation des lieux. La rue Royale devient dès lors un espace culinaire et un espace de rendez-vous obligé chez Maxim's. Quant à Escoffier, il n'est pas le premier des cuisiniers. On a vu le premier des grands chefs, c'est Carême. Il est le premier, je dirais, des chefs modernes de la cuisine française.
un Auguste Escoffier, formé dans le restaurant niçois de son oncle, puis à la cantine de l'armée du Rhin lors de la guerre de 1870, réforme la profession dans son premier restaurant, le Petit Moulin Rouge à Paris. Il met en place sur le modèle militaire le travail par brigade, installant les différents métiers d'une cuisine avec un chef à la tête de chacun, lequel a sous ses ordres une cascade d'assistants et de commis. Cela impose une efficacité toute martiale à la cuisine. Même dans les moments de grande presse, ce système rapide de la brigade, quasi sériel, permet à Escoffier de rester toujours suprêmement calme, comme il dit, en divisant par 3 le temps de cuisine d'un plat. Il écrit de plus de nombreux livres et conseils et recettes connaissant une forte diffusion. En 1883, le chef Escoffier rencontre César Ritz et le duo va révolutionner définitivement la cuisine et l'hôtellerie, imposant avec le Savoy à Londres, le Ritz à Paris, le Carlton à Londres aussi, et le Plaza à New York, des monstres de luxe et de raffinement qui vont être les nouveaux, je dirais, paquebots amiraux de la gastronomie et des restaurants dans le monde. Donc voici que naît au début de la Troisième République une nouvelle forme de cuisine, celle du palace, dans lequel les élites viennent festoyer, attirées par la réputation luxueuse d'un décor, la majesté des dimensions et la qualité du chef, soucieuses ces élites de paraître ainsi restaurées aux yeux de leurs semblables. Ce phénomène est de plus amplement médiatisé par une nouvelle presse culinaire qui a pignon sur rue dans la plupart des titres phares de l'époque. De fait, donc, depuis le milieu du XIXe siècle, la hiérarchie des restaurants reproduit assez strictement la hiérarchie sociale. En tête, les grands restaurants, les palaces ou les grands restaurants à la carte destinés aux grosses bourses, comme l'indique avec une certaine ironie le guide Conti de 1875, Paris en poche, guide pratique illustré de l'étranger. Ce ne sont pas là les restaurants les plus nombreux, mais disons les plus connus, les plus réputés, les plus chers, les mieux achalandés et les mieux pourvus en chefs cuisiniers d'exception. Ce mode de restauration, calqué sur les habitudes élitistes, prenant pour cadre les décors luxueux des anciens hôtels particuliers des princes et les nouveaux monstres du capitalisme triomphant que sont les palaces, ne constitue plus en fait qu'une partie du marché de la restauration. À ses côtés, désormais, on rencontre toute une variété d'établissements destinés aux bourses moyennes, nommées à l'époque du développement, qui ont été ces bourses moyennes qui se sont développées à l'époque du développement des grands boulevards, dont ils sont un des attraits les plus appréciés du public, ce qu'on appelle les restaurants à prix fixe. Bientôt, l'offre alimentaire va se diversifier encore. En dehors des établissements de luxe et des restaurants, disons, de bourse moyenne, on trouve bientôt des bouillons, comme les bouillons Duval, qui, dans leur premier, puis 2, puis 3, puis 8 lieux de restauration simultanée, reçoivent une clientèle beaucoup moins fortunée. Le boucher Pierre-Louis Duval crée en effet en 1855 son premier bouillon, rue Montesquieu, près du Palais Royal, afin d'écouler les bas morceaux de viande de bœuf de son établissement. C'est un boucher, notamment un hoche-pot, sa spécialité, accompagné systématiquement d'un bol de bouillon aux légumes. Donc les prix modestes, le service assuré par des femmes portant bonnet et tablier blanc, font le succès foudroyant de la formule, ce qui conduit le propriétaire à multiplier dans le centre de Paris,
ce type d'établissement avant que la concurrence ne se lance à son tour. Donc on va rencontrer le Bouillon Chartier, rue du Faubourg Montmartre, qui existe toujours, le Bouillon Julien, rue du Faubourg Saint-Denis, qui existe toujours aussi, le Bouillon Boulan, le Bouillon Wagenende sur le Saint-Germain, le Bouillon Racine, le Bouillon de la Gare, le Bouillon Rive Gauche. Les brasseries sont un autre type d'établissement qui vont se développer sous le Second Empire, puis surtout après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Elle ressemble en effet à une sorte de remords des provinces perdues, qui serait également un hommage rendu à leur spécialité culinaire jusqu'à leurs habitudes restauratrices. La bière d'Alsace commence alors sa conquête de la capitale grâce à l'ouverture de la ligne de chemin de fer Strasbourg-Paris. La première bière pression est vendue à la brasserie Beaufinger, près de la Bastille, en 1870. Bientôt, de nombreux Alsaciens ouvrent des brasseries pour y servir bière et cuisine du pays, les choucroutes. Les plus belles se nomment Floderer, Lippe, Zeyer, Génie, Müller. En 1900, on compte plus de 200 brasseries de ce type à Paris. Je finis. Voilà. Désormais, grâce à cette gamme d'établissements qui vont donc des bouillons au palace, en passant par les brasseries ou les restaurants à prix fixe pour bourse moyenne, à cette échelle de prix très nuancée, on dîne au restaurant des petites aux grosses bourses, du bouillon populaire au palace privilégié, et la pratique du restaurant devient non seulement un phénomène en vogue, mais plus encore un état d'esprit synonyme de francité ou de parisianisme, partout dans le monde. La fréquentation est considérable. À Paris, à la fin du XIXe siècle, sur près d'1 million d'habitants, 100 000 Parisiens dînent quotidiennement au restaurant. Pour satisfaire les besoins d'une clientèle aussi nombreuse, on dénombre pas moins de 5 000 restaurants à Paris. Un monde s'impose, fait de rites de table, de recettes multiples et variées, de menus et d'additions, d'un goût aiguisé, de textes de référence, le tout exalté par le plaisir forcené passé à manger, à boire, à discuter ensemble autour d'une table dressée. Le restaurant est devenu le signe même d'une civilisation parisienne copiée mais inégalée tout autour de la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour cette belle conférence autour de l'histoire du restaurant qui nous a tous mis l'eau à la bouche. Et y a-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui. Alors, je vous écoute, parler très fort. Alors le Procope est un café. Donc des cafés, c'est une tradition parisienne qui remonte effectivement assez loin dans le temps. Voilà, et le Procope, effectivement, le premier, on peut dire presque café au monde, au sens qu'on donne alors au café, c'est-à-dire que au café, on ne mange pas autre chose que du café, du thé, du chocolat, accompagné d'un certain nombre de gourmandises. Le café va changer d'acception, disons, au 19e siècle, sur les boulevards. Quand on parle du café de Paris, là, on est face à un véritable restaurant, au sens moderne et contemporain du terme. Mais le Procope, alors c'est un lieu extrêmement important, où d'ailleurs aussi on parle beaucoup. C'est un lieu de sociabilité et de parole, notamment des philosophes, des intellectuels, mais on ne peut pas identifier, disons, le café comme un lieu de restauration comme l'est le restaurant. Voilà.
Alors, c'est le restaurant dans son invention et disons jusqu'au milieu du 19e siècle pratique des prix qui ne sont pas du tout accessibles à une autre classe que la bourgeoisie d'élite, hein. Je dirais, moi j'appelle ça une sorte de, 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 de prix de suffrage censitaire de l'estomac, hein, voilà, ça va d'ailleurs avec les débuts de la Révolution, hein, une sorte de, voilà, on peut voter par suffrage censitaire si on a une certaine fortune, et c'est la même chose pour le restaurant, il faut avoir une certaine fortune. Et la Révolution, je dirais restauratrice, qui est amenée par exemple par les bouillons, hein, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est presque une chaîne, hein. Il y a le bouillon du Val, il y a 8 bouillons qui ouvrent dans le même quartier quasiment de Paris, ce qui permet évidemment de cuisiner à la chaîne, hein, de faire passer la même cuisine, une cuisine assez rudimentaire, dans chaque établissement, et de pouvoir casser les prix en fait. Et donc quand je parle de somme modique, c'est-à-dire là on est devant une somme qui est accessible à n'importe qui, hein, disons en tout cas à la moyenne bourgeoisie et à tout un artisanat parisien qui justement fréquente, déambule, flâne sur ces boulevards où tout se passe, hein, et qui peuvent, on a des multiples témoignages comme ça, à un moment ou à un autre dans la journée, passer par le bouillon, hein, pour quelques sous se restaurer. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, l'écart de la chaîne alimentaire est complet, hein, à partir du moment où il y a ces restaurants de type bouillon qui ouvrent, voilà, jusqu'au palace, qui sont vraiment les lieux de luxe, hein, de la bourgeoisie d'élite. Alors, il y a un phénomène voilà, de sortie de certains lieux spécialisés que sont le Palais Royal et ensuite les boulevards. Voilà, la géographie du restaurant évolue et se développe énormément. Et va s'adapter en fait à tous les quartiers, le type de quartier. Donc on a une restauration qui se développe vers l'ouest, vers les beaux quartiers, mais aussi une restauration effectivement qu'on appelle une restauration de courtille, hein. La courtille, ça désigne, dans les termes encore au 19e siècle, au-delà des fortifications, hein. Et il y a tout un développement, d'abord grâce au bouillon, puis ensuite grâce à toute une série de cafés, hein, qui s'installent et de bistrots qui s'installent dans tous les quartiers de Paris. Il y a une diversification de la cuisine qui s'adapte évidemment à la demande locale. Et donc, c'est comme ça qu'on va atteindre ce chiffre de près de 5000 restaurants à Paris, hein, alors de tout type, bouillon, brasserie, restaurants, palaces, et tous ces cafés et bistrots des quartiers plus populaires, hein, notamment à l'est de Paris, qui se développent, disons, dans la deuxième partie du 19e siècle. On a un panorama culinaire à peu près complet à la fin du 19e siècle, hein, qui est
assez semblable et même peut-être encore plus dense que celui qu'on connaît dans les années 1950-60. C'est depuis les années 1950-60 que l'offre de la restauration parisienne s'est plutôt appauvrie en fait, c'est plutôt amenuisé ou c'est plutôt normalisé en fait. Peut-être pas dans le nombre d'établissements qui proposent de la restauration, mais plutôt dans les formes de la restauration qui sont beaucoup moins diverses qu'elle a pu l'être à son apogée à la Belle Époque. Plus de questions? Alors, une dernière. On a parlé de la France et j'ai l'impression qu'on est donc des précurseurs du restaurant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un pays ou limitrophe qui pourrait prétendre à être aussi le créateur ou l'inventeur de ce concept? Pensez à l'Italie peut-être, c'est ça? Notamment effectivement à l'Italie, mais même éventuellement au Royaume-Uni. Alors, ça, le Royaume-Uni, ça je l'ai dit, je pense que au milieu du XVIIIe siècle, le cœur de la restauration, c'est Londres, c'est la taverne anglaise. Et d'ailleurs, Beauvilliers, qui a été formé dans les tavernes anglaises de Londres, appelle son premier restaurant dans les années 1780 à Paris la Grande Taverne Anglaise. C'est d'où voilà, il profite en quelque sorte de la réputation de l'Angleterre, qui est, voilà, ça peut nous paraître surprenant, ça casse un lieu commun, je dirais, qu'on a bien en tête. C'est l'Angleterre qui est le lieu je dirais, de la gastronomie, même si la gastronomie n'existe pas en Angleterre. En tout cas, c'est le lieu de la cuisine. Au milieu du XVIIIe siècle. Il y a un basculement qui est évidemment une sorte à la fois une captation d'héritage dans le cas de Beauvilliers et puis une invention du restaurant et je dirais de la nouvelle cuisine, des chefs, de la gastronomie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui participe de la spécificité française et qui va avoir effectivement un rayonnement mondial assez rapidement, puisque dès les années 1830-1840, il existe, on en a des nombreux exemples, des guides, des visiteurs étrangers à Paris, soit qui sont écrits à Paris, soit qui sont écrits dans toutes les capitales européennes ou mondiales, aux États-Unis aussi, qui font la réputation de Paris comme haut lieu de la cuisine, de la gastronomie, des restaurants, avec les adresses, avec les spécialités. Donc, dans le monde entier, on reconnaît en quelque sorte la primauté et la centralité de la cuisine française, ce qui n'empêche pas du tout d'avoir un autre phénomène qui est le phénomène inverse, c'est-à-dire un certain nombre de chefs qui sont souvent d'origine française, qui vont s'installer à l'étranger pour, voilà, Escoffier en est le meilleur exemple, qui ouvre à Londres, à New York, des restaurants où on mange à la française dans le monde entier. Et puis il y a ce phénomène je dirais d'une gastronomie, d'une restauration locale qu'on peut connaître par exemple en Italie avec une cuisine traditionnelle qui n'a pas, je dirais, qui ne s'accompagne pas d'une culture de la table, d'une culture de la gastronomie comme en France, mais qui est d'une qualité évidemment liée à sa tradition. C'est le cas voilà, de tous les petits restaurants italiens diffusés déjà très présent au XIXe siècle, en Italie, dans toutes les villes et même les petites villes et les villages italiens. C'est un peu la différence avec la France. La France concentre en quelque sorte sa gastronomie, sa cuisine sur quelques établissements. Voilà, ça va être le système qui est
directement hérité du jury de Grimaud, hein, des étoiles au Michelin. Voilà, les 3 étoiles sont un petit peu le panthéon comme ça de la cuisine française, alors qu'en Italie, on a un phénomène complètement différent, disons jusqu'au phénomène slow food, hein, mais c'est la présence vraiment massive dans chaque bourg, dans chaque village quasiment italien, d'un restaurant traditionnel. C'est une culture qui est encore tout à fait vivace aujourd'hui, hein. C'est d'une certaine manière pas du tout la même manière de concevoir la cuisine, de la faire et surtout de constituer, je dirais, une culture autour de la cuisine. Alors les bouchons lyonnais, c'est une tradition. Alors il y a des traditions provinciales en France, hein, qui remontent au 19e siècle, hein, le bouchon lyonnais ou des restaurants niçois par exemple, hein, d'où est issu par exemple Escoffier à Bordeaux. On a aussi voilà, il y a à Strasbourg bien sûr avec les brasseries. Donc on a des traditions provinciales très fortes, et les bouchons lyonnais, disons, je les comparerais dans une culture culinaire assez traditionnelle à ce que à Paris on appelle au milieu du 19e siècle ces restaurants à prix fixe, hein, qui sont voilà, ces restaurants de bourse moyenne, qui sont souvent des restaurants, je dirais, on appellerait ça dans un langage un peu plus familier, à la bonne franquette, hein, comme ça, avec une nourriture traditionnelle. Il n'y a pas un chef proprement dit, hein, il y a un cuisinier et qui propose une nourriture plutôt bon marché, mais de qualité traditionnelle, on va dire. Donc les bouchons se forment cet étage-là, si on peut dire, de la cuisine française, avec bien sûr une évolution, hein, où des bouchons vont être peu à peu devenir des lieux de haute gastronomie, voilà, avec comme Bocuse, bien sûr, qui du bouchon fait un 3 étoiles, hein, donc, mais voilà, la culture du bouchon traditionnel, c'est celle je dirais, d'un restaurant de moyenne gamme parisien un petit peu.